enfin, il y a des choses que l'histoire, il y a des choses qui se révèlent toujours avec l'histoire. Voilà. Et elles se révèlent avec l'histoire parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont eu l'intuition, voilà, le courage pour certains, etc., de dire, de donner, d'essayer d'être le plus juste dans la description de ce qui se passe. Et voilà. Donc, ce rapport, c'est cette, ce premier, cette première contribution à l'examen de ce qui se passe véritablement aujourd'hui au Yémen. Les gouvernements français successifs ont-ils violé le traité sur le commerce des armes en fournissant du matériel de guerre qui pourrait servir à des crimes contre l'humanité au Yémen? C'est le sujet que nous aborderons avec Benoît Mourachol, président de l'ASER. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous présenter, vous présenter vous-même et puis votre association et les domaines dans lesquels elle agit? Benoît Mourachol, j'ai 60 ans, je vais bientôt avoir 61 ans. Je travaille sur la question des droits de l'homme depuis un peu plus de 40 ans. J'ai adhéré, je disais là, j'ai adhéré à Amnesty International en 1978. Enfin, adhéré. J'avais pas une carte parce que c'était bon, mais j'ai commencé à faire des choses avec Amnesty en 78. Et puis jusqu'en 2009, date à laquelle j'ai démissionné avec un groupe de militants. On a démissionné à cause de la dérive de ce mouvement qui a perdu les droits de l'homme et qui est arrivé vers les droits de l'argent et de la communication et de l'image. Et puis, en 2011, avec des anciens officiers de police et ce petit groupe de militants, on a créé ASER, Action Sécurité Éthique Républicaine, pour continuer à faire un travail qui nous semble absolument essentiel et stratégique, qui est de travailler sur les transferts d'armes, donc tout ce qui est vente, prêt, don de matériel de guerre, hein, et puis le respect des droits de l'homme, et également sur le respect des droits de l'homme et l'usage de la force et des armes. Voilà, donc qui concerne la force publique, police, gendarmerie pour la France, douane, police de frontières, qui est aussi un sujet très important en ce moment. Donc, en tout cas, vous avez récemment publié un rapport extrêmement important qui s'intitule « Crimes contre l'humanité au Yémen, appréciation juridique des violations du droit international commises par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ». Donc, c'est un rapport que j'ai lu, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, extrêmement bien fait, très pédagogique, qui présente bien les éléments, les différents éléments dont on a besoin pour apprécier effectivement la situation. Donc en fait, déjà, pour parler un petit peu de ce rapport, qu'est-ce qui vous a incité à spécialement le publier, et particulièrement à ce moment-là, c'est-à-dire c'était en décembre, si je me souviens bien, 2020? D'abord, alors, du coup, je vais peut-être expliquer comment on est arrivé à s'engager sur la guerre au Yémen. Parce que la coalition, ça va bientôt faire 6 ans qu'une coalition de pays dirigée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis
a attaqué le Yémen. Alors, certains considèrent que c'est un conflit non international parce que cette intervention s'est faite à l'appel du gouvernement qu'il considérait comme légitime, le gouvernement Hadi. D'autres, dont nous sommes un petit peu, considèrent que cette intervention n'est pas légitime dans le sens… Enfin, c'est compliqué parce qu'il y a il n'y a pas de légitimité de la part du président Hadi parce qu'il avait été adoubé par ses pairs pour mettre en place un système d'élection pour 2014, ce qu'il n'a pas fait. Et c'est ce prétexte-là qu'ont choisi les Houthis pour s'engager dans le conflit. Et donc, quand il fait appel à la coalition, il n'est même plus au Yémen, etc. Et donc, on peut penser que sa légitimité est contestée. Par contre, c'est vrai qu'il y a, après cela, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui le légitime, le poste légitime, hein, de façon à, de fait, légitimer l'intervention de la coalition. Alors là, il y a vraiment quelque chose. D'ailleurs, ce serait intéressant que des juristes s'attachent à cette question-là de façon fouillée. Parce qu'il y a bien sûr la légitimité. Est-ce que la légitimité d'un gouvernement, elle est donnée par le Conseil de sécurité ou par le peuple lui-même, hein? C'est quand même pour nous assez essentiel. Toujours dans cette conception des droits de l'homme, qu'est-ce que sont les droits de l'homme? Et puis, donc, on a observé cela. On a, à ce moment-là, à cette époque-là, on rencontrait assez souvent les ministères, que ce soit le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères ou l'Élysée, pour expliquer les problèmes que cela posait dans le cadre des engagements internationaux de la France, et également parce que la France est partie du traité sur le commerce des armes, qui est un immense traité, hein, qui est entré en vigueur en 2014, pour lequel nous avons travaillé. Alors, on n'avait pas toujours la casquette, on avait au début la casquette Amnesty International, et puis après on a eu la casquette ASER, mais on a toujours travaillé dans le même sens. Et là, on se rend compte tout d'un coup que ce traité, qui est un espoir pour nous extraordinaire pour les peuples du monde entier, eh bien, dans une situation donnée, tout d'un coup, absolument ignoré par le gouvernement, par le pays que l'on habite, hein. Nous sommes des citoyens, pour la plupart d'entre nous, des citoyens français. Donc, donc, dans un premier temps, on a alerté le gouvernement français. Et puis, quand on a vu que le gouvernement français ne bougeait pas et continuait son soutien à la coalition, soutien militaire, hein, à la fois en termes de vente d'armes et puis peut-être en termes de conseillers aussi, ça on le sait moins précisément, eh bien, nous avons décidé de saisir le tribunal administratif de Paris, ce qui est une première dans l'histoire de la Ve République. Nous avons saisi le tribunal administratif de Paris pour une suspension de tous les transferts d'armes en direction de tous les pays de la coalition. C'était dans l'Égypte, hein, l'Égypte dont on parle très très peu. Alors, l'Égypte est bien moins impliquée dans cette guerre au Yémen. Elle l'est par le blocus quand même, hein, et notamment par un des Mistral, je crois que c'est le Nasser Abdelkader, là, qui était en situation en mer Rouge. Mais ça nous permettait aussi de soulever la question égyptienne et de la répression interne et crimes contre l'humanité, etc., dont le gouvernement Al-Sisi est responsable. Mais ça c'était déjà un premier changement important entre la plainte qui avait CAAT, hein, qui a été rejointe d'ailleurs par Amnesty International et Oxfam Grande-Bretagne, et puis la nôtre. Et le deuxième point très très important, un article particulier du traité sur le commerce des armes. Alors ça, vous pouvez trouver sur notre site, il y a un paragraphe 2 qui dit que si le transfert d'armes lui-même, c'est-à-dire le fait de vendre des armes, en constitue en soi une rupture, une violation des engagements internationaux de la France, eh bien, le gouvernement français doit cesser toute exportation d'armes. Et il y a un troisième paragraphe, donc ça c'est de l'article 6, qui dit que si un État a connaissance
de graves violations de Convention de Genève de 1949, d'attaques directes contre les civils, de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, etc., il doit arrêter, il doit suspendre toute arme qui pourrait servir à… Il y a deux choses qui sont très importantes là-dedans. La première chose, c'est si l'État a connaissance. Est-ce que le gouvernement français avait connaissance de graves, au moins de graves violations de la Convention de Genève de 1949, d'attaques directes contre les civils, de crimes de guerre, voilà. Et là, ça fait référence, bien sûr, à le devoir de chacun à se prendre l'information si elle existe, hein. Et bien sûr, les Nations Unies, les rapports d'experts des Nations Unies, et les rapports d'experts des Nations Unies dès 2016 dit que voilà, il y a des attaques directes contre les civils. Déjà, l'État français aurait pu dire on est, alors pas encore pas sur l'article 6, mais sur l'article 7 du traité sur le commerce des armes qui dit l'État doit s'engager à évaluer les risques d'usage des armes. Voilà, j'envoie des armes à un pays. Est-ce que ces armes vont servir à une grave violation des droits de l'homme, une grave violation du droit international humanitaire? Là, le gouvernement français a des informations qui disent oui, il y a un risque, alors prépondérant, enfin voilà, un risque important qu'elle soit utilisée. Mais à partir de 2017, les rapports d'experts des Nations Unies disent qu'il y a des crimes de guerre. Et là, on n'est plus sur l'évaluation du risque, on est sur une potentialité d'usage des armes. Ce traité, et c'est ça l'extraordinaire de ce traité, a réussi à saisir ça et à traduire ça dans des textes, hein. Et c'est sur ce texte-là, c'est sur cet article 6, alors, paragraphe 3 et 2, que nous nous sommes basés pour saisir le tribunal administratif de Paris. Pourquoi on décide de faire ce rapport-là? Parce que on est devant une situation d'intensité de conflit au Yémen qui nous apparaît être, c'est toujours difficile de dire, hein, quand une personne vit une tragédie comme la guerre, c'est toujours le pire endroit au monde parce que c'est ce qu'elle vit. Mais il nous semble toujours que l'intensité de la guerre en Syrie et l'impact sur les populations civiles en Syrie et la grave violation des droits de l'homme, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, il y avait quelque chose d'extrêmement semblable entre ces deux conflits. Et on s'était étonné de ne pas avoir de la part des groupes d'experts cette qualification de crime contre l'humanité. Donc on a demandé à une juriste, Justine Lefeuve, c'est la première fois d'ailleurs, parce que c'était un gros investissement pour nous, on a pris quelqu'un en stage plus de 3 mois, et de faire ce travail, travail extrêmement minutieux, comme vous pouvez imaginer, de reprendre, alors on n'a pas non plus les moyens d'aller sur place pour faire nos enquêtes, mais avec toutes les sources ouvertes, de voir si, au fond, la qualification de crime contre l'humanité n'était pas aussi justifiée dans ce conflit-là. Donc, on a fait ce travail avec, en plus, je dois dire, l'aide précieuse, très précieuse de Nadia Omari, qui est une juriste aussi qui est en train de faire une thèse sur le traité sur le commerce des armes à l'Université de Montréal, et avec le professeur Daniel Turp, qui était professeur de droit international. Alors, je ne sais plus quel est exactement son titre maintenant, parce qu'il est à la retraite, mais voilà, il est professeur de droit international, et Jean-Claude Alt, qui lui est membre d'Action Sécurité Éthique Républicaine. Mais ça a été l'occasion de voir, de rescanner ce conflit et de se rendre compte de l'effroyable intensité de ce conflit sur les populations civiles, et puis de voir également comment la coalition… Alors, pour nous, crime contre l'humanité, crime de guerre, crime contre l'humanité, c'est vrai qu'on a travaillé spécifiquement sur la coalition, parce que, à notre connaissance, peut-être que dans 6 mois, 1 an, 10 ans, on découvrira que ce n'est pas vrai, mais la France ne vend pas d'armes aux Houthis, hein, donc c'est pour ça qu'on intervient. Mais les Houthis aussi sont responsables de crimes de guerre
voire de crimes contre l'humanité, ça, on n'a pas fait ce travail-là. Je dis sans ironie de dire on va attendre 5 ans, 10 ans pour savoir si la France n'a pas exporté aux Houthis, parce que sur le conflit Iran-Irak, nous savions que la France, par l'intermédiaire de l'entreprise Lucher, avait envoyé des armes également à l'Iran. Bon, la France fournissait en armes l'Irak de Saddam Hussein. Elle en a vendu également en Iran. Et pour ma part, j'ai découvert il y a 8 ans que Matra, à l'époque, hein, Lagardère, le père Lagardère, avait vendu aussi des armes à l'Iran. Hein, une source directe qui s'occupait de signer les bons d'envoi pour l'entreprise Matra. Donc, je serais très prudent je ne serais pas affirmatif en disant aujourd'hui la France ne vend pas d'armes aux Houthis, enfin aucune entreprise française vend des armes aux Houthis. Mais en tout cas, nous n'avons pas d'informations là-dessus, donc c'est pour ça qu'on s'est organisé, on a organisé notre saisie du tribunal administratif autour de cette responsabilité-là, et surtout, on n'est pas sur une. Quand on prend on fait le choix de saisir le tribunal administratif, on n'est toujours pas sur une dynamique punitive. C'est-à-dire qu'on ne dit pas il faut poursuivre le gouvernement français, etc. Ça n'empêche pas que cette question se posera peut-être, mais là, on est sur le plus important aujourd'hui, maintenant, même à l'instant où nous nous parlons, c'est de suspendre ces exportations d'armes de la France en direction de tous les pays de la coalition. D'accord. Donc, en fait, cette action auprès du tribunal administratif, elle en est où? Alors, là, c'est aussi intéressant, cette saisie, parce que quand nous prenons cette décision-là, des ONG s'opposent à cette saisie en disant, alors avec des prétextes divers, hein, ça ne sert à rien, de toute façon, en France, on appelle ça un acte de gouvernement, donc vous ne pouvez pas faire bouger la chose. Les juges du tribunal administratif ne pourront pas se saisir de cette question-là. Voilà, donc, toutes sortes d'arguments qui viennent à la fois d'une méconnaissance du traité lui-même, et puis de ce que malheureusement sont devenus beaucoup d'ONG occidentales, c'est-à-dire des ONG qui sont tenues par des managers. C'est-à-dire que les militants ont disparu. Hein. Bon, bien sûr, les gens ne sont pas pour les exportations d'armes ou pour les violations de droits de l'homme, mais bon, ils font ça comme ils vendraient, voilà, ce qui est aussi très noble, hein, des affaires ou des fruits et légumes, etc. etc. Donc, du coup, je pense que la compréhension et l'appréciation de ce type d'outils et de la raison pour laquelle nous avons fait ces démarches du tribunal était un petit peu difficile à saisir pour certains. Une chose très intéressante, c'est que l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui avait refusé de se joindre à nous pour cette action judiciaire, nous a rejoints, et il se trouve que la personne responsable de cette question-là avait changé. Et donc, on se rend compte que l'appréciation, justement, et les compétences changent. Et donc, nous avons été rejoints par l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture quand nous avons eu notre audition au tribunal administratif. Ça a pris quand même une année, au mois de juillet 2019. Et, alors, grande surprise pour certains, nous l'espérions, les juges du tribunal administratif se déclarent compétents. C'est-à-dire que l'argumentaire du gouvernement français, c'était de dire c'est un acte de gouvernement, et un acte de gouvernement ne regarde personne circuler, il n'y a rien à voir, etc. Et bien sûr, la France respecte tous ses engagements internationaux. Or, ce n'est pas ce que les juges administratifs ont évalué, et donc ils ont créé une jurisprudence en disant oui, c'est effectivement de notre compétence. Par contre, et on avait, je crois, un communiqué de presse là-dedans, ils nous ont donné d'une main ce qu'ils ont repris de l'autre. C'est-à-dire, dans le deuxième temps,
ils disent, mais le traité sur le commerce des armes des Nations Unies n'est pas applicable n'est pas directement applicable en droit français. Donc là, on revenait un petit peu au départ. Nous avons fait appel, et cette fois-ci, dans cet appel, nous ont rejoint également Action contre la faim, Médecins du Monde, Salam for Yemen et Sherpa. Et donc là, tout d'un coup, on représente un peu plus, on a un poids un peu plus important quand même grâce à l'intervention de ces autres ONG. Je crois que c'est un vice-président, voilà, en tout cas le tribunal administratif d'appel nous a déboutés. Hein, il n'y a même pas eu de débat, etc. Bon, l'explication qu'on a eue après, c'est parce qu'il avait considéré que la question était trop importante pour être tranchée uniquement par cette cour d'appel, et donc il nous orientait vers le Conseil d'État. Et c'est ce que nous avons décidé de faire, et cette fois-ci rejoint par une autre ONG qui s'appelle Stop Fueling War. Et donc en décembre 2019, nous avons déposé une requête au Conseil d'État. D'accord. Donc, pour l'instant, la requête est en train d'être traitée par le Conseil d'État et vous attendez d'avoir des nouvelles, j'imagine, de leur part. Oui. Alors, on en a un petit peu parce qu'il y a eu deux choses qui sont faites. C'est d'une part, d'abord, le Conseil d'État a trouvé que notre requête était tout à fait recevable, etc. Donc, ils vont la traiter. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils ont considéré que dans l'argumentaire que nous avons déposé, il y avait des références aux documents produits par Disclose qui confirmaient, je dirais. Alors, nous savions, hein, puisqu'on savait que des armes françaises étaient utilisées au Yémen, et des canons César, les chars Leclerc, des PAD qui sont des espèces de missiles, des guides pour les missiles, les avions ravitailleurs Airbus qui permettent les avions de chasse d'être ravitaillés en vol, etc. Donc ça, on le savait. Mais ce que apporte Disclose, et que c'est extrêmement important, c'est que Disclose montre qu'en fait, c'est une note de la DRM, de la Direction des renseignements militaires, que le gouvernement a lue. Donc, quand je vous avais parlé de la question de la connaissance, là, on avait la preuve que le gouvernement avait la connaissance d'eux. Et qu'ils ont menti. Et qu'ils ont menti en prétendant... Oui, qu'ils ont menti à l'opinion publique, mais en plus aux parlementaires. Dans un régime démocratique, le mot, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, dans un régime où les droits de la personne sont respectés, eh bien, quand on ment aux représentants de la République, etc., ça a des conséquences extrêmement importantes. Là, visiblement, il y a eu peu de... Enfin, je regarde, il y a eu... Alors, quand même, il faut dire qu'il y a eu plus de 100 parlementaires qui ont soutenu l'initiative de Sébastien Nadeau de demander une commission d'enquête sur les ventes d'armes de la France. Bon. Après celle de Sébastien Nadeau, il y a eu à nouveau il y a eu Bastien Lachaud, il y a eu Corbière, il y a même eu Dupont-Aignan qui ont fait des demandes d'enquête parlementaire. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Hein. Il y a eu quand même la prise de conscience, mais elles ont été bloquées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de... et ça, c'est l'énorme faiblesse, alors, sans doute de la Constitution de la Ve République, mais sur un domaine aussi important que le respect des engagements de la France en matière de vente d'armes, eh bien, il n'y a pas de débat en France. Le débat est interdit, et il est interdit au point que lorsque nous avons fait référence au point Disclose la première fois, j'ai été convoqué parce que je suis le président de l'ASER, mais c'est bien notre mouvement qui a été convoqué par la Direction générale des renseignements intérieurs, de la sécurité intérieure, oui. Voilà, les GRC, et que
c'est une manière d'intimidation, c'est une tentative d'intimidation de la part du pouvoir, parce que ce n'est pas les gens de la DGAC qui ont décidé, c'est le pouvoir qui dit voilà, vous allez faire ça. Et que, en plus de cela, nous avons reçu, Azer, nous avons reçu une lettre du procureur me disant qu'il classait l'affaire, sauf qu'il considérait que c'était quand même, ça devait garder comme dans mes antécédents judiciaires. Donc voilà. Donc c'est le système de dire voilà, je pense qu'ils ont été un peu embêtés de nous condamner sur quelque chose comme ça, mais ils laissent planer ça de façon à ce que d'autres ONG n'aient pas l'envie de le faire, et puis de dire si jamais il vous arrive quelque chose, tant pis, il n'y a pas de fumée sans feu, hein, ça tout tombe là-dessus. Et devant le Conseil d'État nous a également demandé de retirer les éléments de disclose. Ce que nous avons accepté cette fois-ci, pour pas que la question, le débat soit phagocytée par la question du secret défense, qui est une vraie question, hein, donc qu'on pourra aborder, mais qu'elle soit bien sur le fond, à savoir la justification de notre action judiciaire et surtout notre demande de suspension des transferts d'armes. Oui, donc d'ailleurs, les journalistes de Disclose avaient été aussi convoqués par la CNCI. Donc on voit bien en fait la limite de la liberté d'expression en France. Hein. En fait, elle ne se trouve pas très très loin en réalité, hein, parce que à partir du moment où il y a des documents publics, enfin d'intérêt public, qui sont rendus publics justement, et surtout a fortiori lorsque le gouvernement a menti, hein, enfin que ces documents montrent que le gouvernement a menti, alors là, ça devrait démultiplier l'intérêt et légitimer la légitimité de ce genre de publication. Mais on voit bien que même au niveau de la justice, en fait, on se demande est-ce que la justice est indépendante, mais bon, c'est un autre sujet. Donc oui, donc effectivement, votre travail, enfin votre action qui avait commencé au tribunal administratif, elle a quand même donné des fruits. Et du coup, le rapport, comment s'aligne le rapport par rapport à votre action judiciaire? Enfin, il y a des choses que l'histoire, il y a des choses qui se révèlent toujours avec l'histoire. Voilà. Et elles se révèlent avec l'histoire parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont eu l'intuition, le courage pour certains, etc., de donner, d'essayer d'être le plus juste dans la description de ce qui se passe. Et voilà. Donc, ce rapport, c'est cette première contribution à l'examen de ce qui se passe véritablement aujourd'hui au Yémen, parce que chaque fois que les Nations Unies interviennent, ils disent bon, c'est la pire situation humanitaire, la pire crise humanitaire au monde, etc. Et à chaque fois, la situation empire et à chaque fois, on ne va plus pouvoir trouver de qualificatif. C'est absolument terrifiant pour la population. Donc, c'est déjà une reconnaissance de la souffrance du peuple yéménite. Et puis, c'est aussi des espèces de bouteilles à la mer que l'on lance pour que d'autres juristes refassent ce travail, s'investissent là-dessus et critique positive et négative, c'est-à-dire que voilà, qu'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être dit et d'être fait dans un premier temps. On a besoin, on dit souvent la guerre oubliée, la guerre du Yémen, c'est une guerre oubliée. Non, c'est pas une guerre oubliée, c'est une guerre occultée. Donc, c'est pas tous les moyens sont bons, mais ça, c'est un moyen qui est juste pour faire en sorte que les citoyens d'autres pays, les juristes, etc., prennent en charge et réfléchissent et essayent d'interpeller, de manière à ce qu'on interpelle de plus en plus les gouvernements français et britanniques et espagnol, belge, je parle pour l'Union européenne notamment, parce qu'il faut quand même voir que la Grande-Bretagne
malgré qu'elles soient extrêmement liées avec les États-Unis, n'ont pas suivi les déclarations de Biden qui a suspendu les exportations d'armes et le soutien à la guerre à la coalition. Là aussi, il va falloir voir en quoi ça consiste exactement, mais voilà, il y a quelque chose qui a été fait de la part des États-Unis. Bon, l'Allemagne aussi, c'est pas toujours très régulier parce qu'il y a l'entreprise Rheinmetall qui fabriquait en Italie des bombes munitions et qui ont été utilisées d'ailleurs au Yémen. L'Italie également a suspendu ses ventes d'armes. Donc, voilà, on espère toujours participer. Enfin, avec un petit peu l'expérience que j'ai, on sait qu'on n'est jamais unique dans ce qu'on fait. À chaque fois, on donne des arguments les uns les autres et que tout d'un coup, il y a quelque chose, il y a une espèce de conjonction conjonction historique, qui fait que, hop, quelquefois, ça se met en place et ça a une action vertueuse. On espère que la sortie de ce rapport bénéficiera à tout le monde et premièrement au peuple yéménite. Oui, tout à fait. Enfin, c'est ce que Antonio Gramsci a appelé une guerre de position, c'est-à-dire, voilà, c'est plusieurs éléments qui cherchent à influencer l'État et qui peut être au-delà pour faire basculer les choses à un certain moment. Dans la prochaine partie, nous aborderons plus en détail le contenu du rapport. Médecins sans frontières avait donné les coordonnées de l'hôpital auparavant à la coalition, donc ils avaient connaissance du fait qu'il y avait bien un hôpital à cet endroit-là. Que dans de nombreuses situations, il y a des doubles frappes, c'est-à-dire qu'il y a une première frappe de l'aviation, par exemple, et puis les populations ou les services d'urgence et de soins arrivent, et à ce moment-là, il y a une deuxième frappe.